veux un résultat différent, ben arrête de faire la même chose. Ouais, absolument. Arrête de faire la même chose. Puis je suis arrivé là un peu comme underdog, fait que sous-estimé, pas d'attente. Puis j'ai fini 3e. C'est beaucoup critiqué, on donne beaucoup d'impôts, mais il y a plusieurs passe-passe puis stratégies pour en donner moins. Des fois, même pas d'en donner. L'argent, je te dis, c'est pas un objet, c'est une émotion. L'argent, c'est ultra émotif. C'est ça, quand tu veux passer entrepreneur à avoir ta propre business, il faut que tu développes ces compétences-là de... This is the GE of podcast. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. What's up, guys? Bienvenue à Corporate Gangster. Aujourd'hui, je reçois Bernard Paquette, un ami à moi, un coach de boxe et un conseiller financier, ancien champion du monde de karaté. On va parler stratégie fiscale, on va parler conseil financier pour monsieur, madame, tout le monde et aussi les entrepreneurs. Ça va être excellent. Restez à l'écoute. On se revoit tout de suite dans Corporate Gangster. Bernard Paquette, comment ça va? Hein, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être là au Corporate Gangster Podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Puis d'avoir fait une grosse heure de trafic puis de route pour venir à Québec. Mais. T'es-tu déjà venu à Québec? Ou? J'avais assez hâte de voir les ponts pour vrai. Non, j'ai fait beaucoup d'allers-retours à Québec et partout au Québec et au Canada dans ma jeunesse. Fait que oui, j'en ai fait de la route. Good. Fait que il avait déjà vu Québec, guys. Lui aussi, c'est un beauceron en passant. Saint-Georges. Exact. Et puis, Bernard est un ami depuis environ 6 ans, je dirais, Bernard, depuis la première fois où on a fait de la boxe ensemble. En fait, Bernard est mon coach de boxe, un bon ami et un conseiller financier. Bernard, conte-nous un petit peu la jeunesse. Tu sais, je sais que tu as fait du sport de haut calibre. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus aujourd'hui. C'est bon. Ben, mettons, si on repart ça à la base, dans le fond, moi, je suis le plus jeune d'une famille de 3, fait que j'ai une sœur qui a eu 50 ans l'année passée. J'ai un frère de 4 ans plus vieux, puis moi, je suis le bébé. Dans le fond, j'ai des parents entrepreneurs. Ils ont été dans l'alimentation. Mon père était propriétaire d'épicerie toute sa vie. Puis, dans le fond, c'est ça. J'étais le plus jeune, puis comme plusieurs personnes dans la même situation. Souvent, le plus jeune, c'est lui qui élargit la trail, puis qui est un peu le clown. Fait que j'avais pas mal ce rôle-là, je te dirais. Le petit mouton noir. Ouais, ça on veut. Puis, à partir de quel âge tu as été dans le sport? Là, je sais que le sport que tu as fait de la compétition, c'est le karaté, mais est-ce que tu as fait d'autres sports avant ça? Ben, j'ai commencé, dans le fond, j'avais 5 ans. Donc, ça a été quand même assez rapidement. Comme tout petit cul, dans le fond, un de mes premiers idoles était mon grand frère. Fait que, tu sais, je suivais souvent le grand frère, puis, tu sais, même avec les amis. Mais lui, il a fait un peu de hockey. Fait que mes parents m'ont inscrit au hockey. Puis, j'ai même pas le souvenir exact, mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans l'apprentissage de. Fait qu'on est un petit line-up, tous des petits culs avec leur patin trop grand, avec le casse trop lousse. Puis quelqu'un qui m'a poussé un peu, puis je me suis retourné, puis je l'ai frappé. Fait que tu sais, j'avais probablement un potentiel de... Première bagarre à 5 ans. Exact. Tout qu'un bon potentiel, ça. Fait que, bref, mes parents m'ont dirigé vers les arts martiaux. Puis, toi, tu t'en vas du hockey, karaté. Exact. Puis, tu sais, j'ai tombé vraiment en amour avec ce sport-là. Puis, mes parents avaient comme un peu tricoté, parce que dans ce temps-là, ça prenait 6 ans pour débuter, puis je ne l'avais pas encore. Fait qu'ils ont fait des passe-passe un peu pour dire, OK... Principe numéro 1, c'est pas quoi tu connais, c'est qui tu connais. Ouais. Tes parents, probablement, qui avaient un contact un inside contact, puis ils t'ont fait passer. Wow! Puis, tu sais, mon père vient d'une très grande famille, il a 14 enfants. Ma mère venait d'une plus petite famille, seulement 11. Mais tu sais, les autres étaient comme les deux plus vieux. Ça l'aimait ça dans le temps. Ah, oui, ça accordait ça serré. Puis,
Dans le fond, tu sais, ils ont été tout le temps entrepreneurs, même avant, tu sais, ma mère a embarqué un peu plus dans le projet, je dirais, quand que moi, j'ai rentré à l'école, parce que c'était plus classique dans ce temps-là. Il y en avait souvent un qui restait à la maison. Puis quand que la famille était finie, ben, elle a commencé à embarquer plus avec mon père dans le commerce. Mais tu sais, il y avait déjà une fibre d'entrepreneur, là. Fait que, tu sais, les autres, un entrepreneur, ça se limite pas à un cadre. Fait que si, regarde, ça prenait 6 ans, mais regarde, il y avait dans la tête que j'en ferais, ben, Chris, il allait faire ce qu'il fallait pour que j'en fasse. Wow, c'est tellement bon, ça. Puis comme tu dis, c'est vrai que les entrepreneurs, on se cadre jamais à c'est ça, c'est ça. On Tu sais, rentre va pas bien aller dans le moule. Exact. On va aller pousser plus loin un peu pour aller chercher la vraie réponse ou essayer de justement faire des passe-passe puis atteindre notre but là, malgré qu'est-ce qu'on se fait dire. C'est super bon, Bernard. Puis, OK, tu commences le karaté à 5 ans. Ouais. Et puis, ça a-tu été long avant que tu fasses tes premières compétitions? Non, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, j'avais mon grand frère un peu comme première idole. Puis, tu sais, plusieurs personnes qui gravitaient aussi autour de mon frère, étant, tu sais, même à cet âge-là, un petit clown, tu sais, j'aimais les gars qui étaient un peu plus rebelles, puis les gens qui détonnaient un peu de la norme. Puis un ami de quartier, Carl Turcotte, qui est un ami à mon frère, mais tu sais, qui s'est envenu aussi vers les arts martiaux, en même temps que mon frère. Tu sais, il embarquait tout là-dedans, puis j'idolâtrais pas un peu, j'idolâtrais ces gars-là. Puis, tu sais, mon but était d'être le plus tough, puis d'être le meilleur. Donc, j'avais vraiment l'instinct de compétition, là, ça a tout le temps en dedans de moi. Tu étais le plus jeune, tu voulais lui montrer que tu étais capable quand même. Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est super bon, ça. Tu sais, des gars qui ont peut-être. Il y aurait eu peut-être un petit peu plus de difficultés s'ils ne seraient pas concentrés dans le sport parce qu'ils auraient déplacé de l'air à l'école. Et bon, après ça, on le sait, quelqu'un qui canalise mal son énergie, ça finit mal aussi. Mais là, toi, au moins, tu étais capable de le canaliser dans le karaté. Oui. Puis, tu sais, la compétition, parce qu'un cours standard de karaté, oui, tu as un peu de défoulement, mais moi, la compétition, on peut compétitionner en kata, on peut compétitionner en combat, mais c'était vraiment le combat qui me faisait triper, là. Fait que tout ce qui est sport de contact, je tripais. J'ai joué au football aussi, fait qu'un peu plus tard, fait que, tu sais, les arts martiaux, comme je te dis, je commence à 5 ans. Puis, je dirais, tu sais, où que j'ai vraiment passé un step over, si on veut, ben des débuts secondaires. J'ai eu ma ceinture noire à 12 ans. Wow! Fait que quand même assez jeune. Puis, j'ai déjà commencé à donner un coup de main à enseigner avec mon mentor à ce moment-là, Simon Drapeau, qui était mon coach et un très, 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 très bon ami. Puis, je sais pas comment que ça marche en karaté, les ceintures, ça prend-tu quoi, 1 an, changer de ceinture habituellement? Ou ça dépend des gens, j'imagine? Moi, ça dépend des gens, l'investissement de temps que tu vas y mettre. C'est pas pareil pour tout le monde, mais je te dirais, dans le style de karaté que je faisais, admettons, quelque part là, entre 7 et 10 ans d'investissement de temps, pour quelqu'un qui en faisait quelques fois par semaine, ça faisait du sens d'être en ceinture noire. OK. Ouais. Puis, tu as commencé à faire la compétition. J'imagine que tu as commencé à voir que tu avais un certain talent pour la compétition, pour le sport de combat. Puis, tu t'es mis all-in là-dedans à partir de 12-13 ans, les compétitions? Ben, admettons, j'ai sorti de la province, c'est allé tard. Je faisais de la compétition, mettons, qui était avec notre style, notre fédération, Ouais. Studio Uni, qui est très, très, très connu, dans le fond, au Québec, puis je dirais pratiquement en Amérique. En fin de semaine passée, il y avait d'ailleurs le Québec Open, qui est le plus beau tournoi d'arts martiaux, en tout cas le plus beau night show de tournoi d'arts martiaux, sa planète, là. Ah ouais? Et, oh, oui, tu sais, sincèrement, c'est... Tu en as vu quelques-uns. Oui, oui. Tu sais, le calibre, il y a d'autres tournois qui ont un calibre similaire, mais le night show qu'on fait là, il est extraordinaire. Que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça, c'est sûr que tu vas capoter. Night Show, j'imagine, c'est des katas avec des épées, des backflips. Puis, Ben, comme on en voit un fait, peu. c'est toutes les finales. Dans le fond, du tournoi de la fin de semaine. Fait que les meilleurs sont là. Il y a du combat individuel, du combat par équipe, des katas armés. Fait que ça touche un peu à tout. Mais tu sais, le setup est extraordinaire, là. Les jeux de lumière, la musique, ça se passe à chaque année au PEPS à l'Université Laval. Puis c'est vraiment ça coche. Fait que tu Tu te sais... sens-tu comme d'un film de Jean-Claude Van Damme, mettons?
Non, mieux. C'était tellement un feeling extraordinaire. Mais je me rappelle même pas d'où qu'on partait là, pour être rendu ce tournoi-là. Mais bref, la compétition, j'ai commencé plus vers 17 ans à prendre une coche, mettons même 15-16 ans. Dans le fond, ça fonctionne par quand on se bat en tournoi, ça fonctionne par ceinture. Fait que quand on tombe ceinture noire, ben, tu sais, que tu sois une ceinture noire, que ça fasse 3 jours que tu l'as passé ou que ça fasse 15 ans que tu l'as, ta ceinture noire, tu es dans la même division. Là. Tu te OK. bats avec les mêmes. OK? Puis là, dans le fond, puis il y a des classes d'âge. Fait que moi, à ce moment-là, mettons que je me fais plus voir, je suis dans la division junior qui est 14-17. Puis à un moment donné, je m'en vais dans un tournoi, puis on juge tout le temps un petit peu, puis je vais le dire tout à l'heure qu'il ne faut pas le faire, mais tu sais, on juge souvent le livre par sa couverture. Hein. Ouais. Fait que je spot un gars que, Chris, il me semble que j'aimerais ça commencer le tournoi avec lui parce que c'est un genre de pick-up, là, dans le fond. Tu t'inscris, admettons, t'es 15 dans la division, ben il y a un tirage au sort. OK, regarde, ces deux-là s'affrontent, ces deux-là s'affrontent, ces deux-là s'affrontent. Ça se peut que tu pognes dès le premier combat le meilleur de la division. Comme ça se peut que tu tombes en finale avec lui, mais tu ne sais pas exactement le parcours que tu vas avoir à faire. Mais tu souhaites tout le temps, c'est un monde idéal, je pogne lui. Puis tu sais, un vieux kimono beige, esprit, il a l'air tout croche, mais c'est une crise de machine, mais je le sais pas, moi. Fait que dans le fond, le combat start, puis tu sais, OK, fait que je c'est suis lui, tellement vous êtes confiant. pognés. On se pogne en partant. OK. Puis, quasiment premier échange, boum, je le spin, esprit coupé, tourné, puis je ramasse ça sur le bord de la tête. Fait que là, il y a de l'ambiance autour. Puis, tu sais, dans les tournois, c'est soit des divisions de combat, puis des ceintures noires, soit senior ou junior, ça l'attire quand même beaucoup. Puis, fait que là, ça continue. Puis, je vois que le gars pogne les nerfs un peu, mais tu sais, ça me fait rire, puis je continue. Puis, bref, je le bats, puis je le bats quand même assez bien. Là, une fois que c'est fait, il y a 2 personnes qui viennent me voir, puis c'est c'est-tu qui t'a battu? Ben non, c'est Yannick Turgeon, c'est une tabarnak de machine. Puis, oh, OK, fine. Ben, tu sais, quand on ne sait pas, on sait, quand c'est inconnu, il y a une certaine innocence qui fait en sorte qu'on est très confiant. À partir du moment que tu sais que c'est un défi, que c'est un challenge, ben tu peux te remettre en doute. Mais ça, Absolument. c'est très mental, là. Ben, c'est comme quand on est jeune, on apprend à marcher, on se cogne partout, on sait pas qu'il y a du danger, mais on le fait pareil. Ou quand tu apprends à faire, tu sais, moi j'ai fait du snow, du skate quand j'étais plus jeune. Puis quand tu es plus jeune, tu sais pas que tu peux te faire vraiment mal, puis que si tu te casses un bras, tu peux pas aller travailler. C'est ça. Fait que tu le fais, puis tu y penses pas, tu le découvres en le faisant, en fait. Puis fait que là, tu as battu une machine, Là-dessus de machine, fait que ça m'a fait voir. c'est sûr. Puis, il y a un gars à Québec, tu sais, moi, où je me suis entraîné beaucoup. Il y a mon coach, Simon Drapeau, qui est un mentor, tu sais, il m'a appris beaucoup de choses, puis qui fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Mais en combat particulièrement, lors de ce tournoi-là, il y a René Perrault, qui reste ici, tout près à Lac-Saint-Charles, tu sais, qui m'a vu. Puis je pense que c'est même dans un autre tournoi que j'ai battu un de ses élèves en finale. Puis tu sais, il était vraiment dominant, ce gars-là. Puis il est venu me voir pour que je devienne son sparring partner, fait que son partenaire d'entraînement. Ouais. Fait que moi, déjà, dans ces années-là, dans le fond, tu sais, à 14 ou 15 ans, j'ai commencé à prendre à avoir mes propres écoles satellites de karaté. Fait que je donnais mes cours, j'avais mes groupes, ces affaires-là. Puis le lundi soir, je finissais mon dernier cours à Beauceville, dans la Beauce, à 21h. Après ça, je descendais à Lac-Saint-Charles, qui est pas loin ici. J'allais manger une tabarnak de volée pendant 1 heure, 2 heures. Puis après ça, je redescendais. Puis Wow. tout le long en redescendant, je me disais, Chris, la prochaine fois, ça sera pas ça. La prochaine fois, ça sera pas ça. Des douleurs un peu partout. Puis ça a duré de même pendant des années. Puis tu sais, il m'a vraiment, ce gars-là, monté un autre skill, là. Fait qu'il était René Perrault, une machine de combat. Il avait déjà un titre mondial à ce moment-là. Puis lui, il était hyper généreux dans tout, là. Fait que, tu sais, de tout me montrer. Puis il avait comme vision, qui est excellente. Je vais tout t'apprendre, puis je vais te montrer le meilleur que tu peux être. Parce que moi, plus mon partenaire d'entraînement est bon, plus ça m'oblige d'être bon, parce que je veux te battre encore. Absolument. Fait que, tu sais, de donner. Puis ça, il y a encore beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à ça, d'échanger, de partager, donner nos trucs. C'est pas s'affaiblir puis de faire en sorte que la compétition va être meilleure.
si tu donnes et tu es généreux de ton temps, ça va te revenir à un moment donné. Fait que, tu sais, ça c'est vraiment des belles valeurs que je suis allé chercher. Puis René l'a fait, mais plusieurs autres personnes autour de moi l'ont fait. Là. Fait que toi, ça t'a permis de, comme tu dis, avoir maintenant cette valeur-là, puis de donner, j'imagine, de ton temps, puis de montrer aux gens qu'est-ce que tu as appris. Oui, exact. Ben, je trouve ça vraiment important. Puis ça, c'est quelque chose que tu as appris dans le karaté, puis que là, tu appliques dans ta vie personnelle aussi. Ouais. Puis dis-moi, Bernard, je sais que tu as un gros titre, champion du monde, karaté. Explique-nous un peu le tournoi. Explique-nous comment ça se passe de voyager de pays en pays puis d'aller jouer un sport de haut niveau comme ça dans un autre pays. OK. Ben, disons que avant de gagner le titre, ma première opportunité vient encore de René Perreault. Il est inscrit, il est classé, lui, sur l'équipe canadienne WACO pour les championnats mondiaux qui ont lieu cette année-là à Cahors, en Italie, fait que tout près de Venise. Puis, il peut pas. Sauf que lui, il parle au coach de l'équipe canadienne, puis il dit « Hey, j'ai un gars qui serait génial, qui pourrait prendre ma place. » Fait qu'il est dans ma division de poids, fait qu'il pourrait y aller, Bernard Paquette. Fait que les coachs m'appellent, puis genre, je passe vraiment par la porte d'en arrière. Là. Fait qu'il y a un passage qui est hors norme, mais Tout se peut, hein, quand tu connais quelqu'un. Tout se peut, puis je crois beaucoup à la chance, puis pas la chance d'être... pas le hasard. La chance, c'est quelque chose qui se cultive. La chance, c'est quelque chose qui, si, comme j'ai mentionné tout à l'heure, t'es quelqu'un qui est très sociable puis qui est agréable à côtoyer, les gens le sentent et les gens vont avoir plus tendance à venir vers toi. Si tu donnes beaucoup, ben Tu vas recevoir tu beaucoup. vas recevoir. Tu ne donnes pas dans l'optique de recevoir, mais toutes ces opportunités-là vont arriver plus. Puis si tu as un focus, que tu sais ce que tu recherches, la vie va te donner plein d'opportunités à ce que ça arrive, ça. Oui, Fait que, absolument. tu sais, j'avais déjà dans l'idée, bien entendu, d'y arriver. Ça a fait que c'est arrivé comme ça, puis je suis arrivé là un peu comme underdog, fait que sous-estimé, pas d'attente, puis j'ai fini 3e. Puis tu sais, le gars contre qui j'ai perdu très serré en pointage, puis c'est lui qui a gagné le titre. Fait que La bref, première fois que tu t'es présenté. exact. Wow. Exact. Fait que je reviens de l'Italie avec une médaille de bronze. Fait que là, la famille Drapeau, ben, m'ont fait de l'exposure un peu. Ils m'ont fait passer dans les journaux, il y a des prises de photos, des entrevues. Fait que là, rendu là, c'était une belle pub pour nos écoles de karaté en Beauce. Mais pour moi aussi, ça m'a mis sur la map. À peu près tout le monde en Beauce, dans ces périodes-là, me connaissait parce qu'aux 2 semaines, j'avais un article dans le journal. Là. Wow. Presque. Là. Fait que, Fait tu sais, qu'un petit fame dans ton Ouais. village natal, Saint-Georges. Ouais, exact. Puis comment... T'avais quel âge, 17 ans à ce moment-là? Ben, admettons, là, à cette compétition-là, j'avais 19. 19? Ouais. Comment que t'as dealé avec ça? Le fame un petit peu, ben, quand même assez jeune. Je veux dire, les femmes devaient courir après l'homme. Ben, je dirais, à ce moment-là, c'est le début de quelque chose. Puis, C'est le je début de suis quelque chose, j'aime ça. J'aime beaucoup le social. Fait que, tu sais, je rencontre beaucoup de personnes. Puis, je suis dans mon début, je te dirais, pas le début des femmes, mais tu sais, je suis dans une relation que, moi, dans ma tête, c'est la blonde, c'est la femme de ma vie, puis ça fait peut-être quelques mois que je suis avec. Puis, tu sais, je suis pas là, sur ce mindset-là. Éventuellement, ça change, là. Parce que, comme ben des premières relations sérieuses, ben, ça dure pas à vie. Ouais. Fait que là, puis après ça, mes partners de compétition étaient très bons séducteurs et disons que j'ai très bien appris aussi. J'adore. Fait que beaucoup de social, beaucoup de sorties et beaucoup de parties. Bon, mon Bernard, fait que là, écoute, tu compétitionnes à haut niveau, tu gagnes un tournoi mondial, champion du monde. Ben, je compétitionne un peu partout, puis le titre mondial comme tel, je l'ai gagné dans le Rhode Island, puis fait que tout près de Boston.
dans un des bels événements, dans le fond, qui était organisé aux États-Unis, le Ocean State. Puis c'est sur invitation. Donc, c'est le promoteur du tournoi qui m'a lancé une invitation. Tu sais, j'ai parlé que j'étais arrivé 3e dans un championnat mondial. Fait que c'était pour la fédération WACO, la World Association Kickboxing Organization. Puis j'étais dans un classement, dans le fond. Fait que le champion mondial, dans le fond, avait laissé le titre vacant. Donc, le numéro 2 m'a challengé. Dans le fond, moi, j'étais peut-être rendu numéro 8 ou numéro 7 à ce moment-là. M'a fait une invitation au tournoi pour aller me battre avec. Puis, dans le fond, ce tournoi-là, c'était son équipe, Team Paul Mitchell, qui est la plus grande équipe aux États-Unis, ou l'une des plus grandes équipes aux États-Unis, là, que c'est vraiment des machines. Fait que c'est leur tournoi. Tu sais, je sais que j'arrive là encore une fois avec le rôle de sous-estimer. Puis que, tu sais, il n'a pas choisi le numéro 3 probablement en disant que je risque plus de gagner contre ce gars-là. Ouais. Mais moi, tu sais, j'étais dans une période extraordinaire. Je m'entraînais encore avec René Perreault. Puis il y avait un de nos amis de Chicago, Jason Tangson Borelli, qui est une machine aussi en combat, qui s'entraînait avec nous autres. Ça faisait des semaines qu'il était au Québec. Puis je me battais avec 2 gars qui étaient overall, toute division, excessivement forts. Fait que t'es plus fort que ce gars-là. Fait que même si j'arrivais avec un rôle un peu de sous-estimé, hey, moi j'avais les épaules, l'arbre de même, j'étais confiant. La tête. Ah, je te l'ai pété. Il me volait des points en fou. Le principe, admettons, du point fighting, qu'est-ce que je faisais comme compétition, c'est pas du kickboxing. C'est, admettons, de la boxe olympique, qu'à chaque fois que tu frappes avec ta surface de ton gant blanc, ça donne des points. Mais c'est un peu le principe de notre style de combat. Ouais. Fait que c'est très, 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 très explosif. Très sec. Mais c'est beaucoup des one-shots. On se sépare, ça repart. Fait que, bref, je me fais voler des points, mais malgré ça, je réussis à assez dominer pour qu'à 10 points d'écart, le combat arrête. Il était prévu, je pense qu'on l'avait prévu pour 5 rounds, puis au 3e ou 4e max, c'était fini. Qu'est-ce que tu l'as dominé? Oui, une très belle ramasse, puis dans les règles de l'art. Puis là, on a pogné autre chose. Fait que là, j'ai une ceinture, encore là, par un chemin qui est hors norme un peu. Mais bref, là, je flotte, puis là, tu sais, je me perçois aussi comme ça. Ouais. Parce que peu importe que ce soit un entrepreneur ou un sportif, ça devient tellement normal que tu t'améliores, que tu progresses, que tu te sens pas rendu là. Fait que Bernard compétitionne à haut niveau. J'imagine ça prenait un peu de discipline pour te rendre là au niveau mondial en karaté. Ouais. Parle-nous un peu de ça, la discipline que tu as eue dans ce sport-là, puis la discipline maintenant que tu appliques en tant qu'entrepreneur pour avoir autant de succès. Excellent. Ben moi, je crois qu'on est maître, dans le fond, de notre pas passion, de nos choix, mais on est capable une fois qu'on a touché au succès, peu importe ça a été quoi, une réussite d'un domaine d'études, dans un sport, à un moment donné, le chemin qu'on a pris pour y arriver là, c'est exactement les mêmes étapes quand tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, puis pour peu importe quoi. Fait que bref, ce qui a fait en sorte que je suis arrivé là, ben, c'est en faisant des choses que les autres ne faisaient pas. Tu sais, on s'entend, tu veux je l'ai même vu écrit ici dans le studio, tu veux un résultat différent, ben arrête de faire la même chose. Oui, absolument. Arrête de faire la même chose. Tu veux devenir à un niveau X, ben c'est pas en te battant avec des gens moins forts que toi que tu vas t'améliorer, que tu vas prendre un step. Ouais. Trouve la personne qui est ta bête noire, trouve la personne qui va te dominer, puis tu vas éventuellement devenir ça. Donc, un peu dans cette optique-là, lorsque tu es entrepreneur, peu importe le domaine dans lequel tu es, mélange-toi avec des entrepreneurs. Mélange-toi. Puis quand tu es passionné de quelque chose, si tu as un domaine qui ne te ressemble pas, il ne fit pas avec tes valeurs, il ne fit pas avec ce que tu aimes faire, ça va être un pain in the ass, ça va être tout le temps quelque chose de plate qui va te peser sur le dos. Mais si tu travailles dans quelque chose qui te passionne,
c'est cliché, mais tu travailleras jamais, tu t'amuses. Absolument. Moi, d'avoir des écoles d'arts martiaux, c'était génial. Puis pourquoi, à un moment donné, j'ai lâché les écoles, parce que c'était quelque chose qui me passionnait, qui me faisait triper. Ben, j'ai rencontré la femme avec qui je suis présentement. Puis là, on avait le projet de fonder une famille. Donc, à un moment donné, elle ne filait pas pour que je parte à toutes les fins de semaine, puis que je me promène un peu partout, Ouais. puis que je joue aux cartes avec n'importe qui. Puis, fait que, Chris, bref. quand t'as une femme, tu peux pas jouer aux cartes avec qui tu veux, là, tabarnak. Non, non. Mais, OK, Bernard, fait que je comprends. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est si tu veux avoir du succès dans peu importe qu'est-ce que tu entreprends, que ce Ouais. soit un sport de haut niveau, que ce soit en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu sois passionné, il faut que tu t'entoures de Tu saches gens bien compétents. t'entourer, absolument. Exact. Il faut être audacieux. À un moment donné, on parle souvent de la zone de confort. Le succès est souvent, puis les opportunités ils sont pratiquement toujours en dehors de notre zone de confort. Absolument. Il faut bien le faire, il faut être bien accompagné parce que trop outside of the box, ça se peut que tu te pètes le nez aussi. Tu sais, ça reste un risque, là. On s'en prend qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un il a un peu d'insouciance, là. Il est capable de se lancer dans le vide, même s'il n'a pas encore trouvé son parachute. Il a confiance qu'à un moment donné, il va en trouver un en descendant, là. Ouais. Fait qu'entrepreneuriat, c'est un peu le même. En même temps, il faut que tu sois prêt à manger des claques, comme justement au karaté. Ouais. Parce que, comme tu dis, quand tu penses trop outside of the box, ben, veux pas, tu ramasses pas le chemin qui est tout pavé. Fait que c'est sûr que tu vas trébucher, tomber, te faire mal, mais tu vas te Exact. relever. Puis tu vas apprendre plus vite, justement, comme ça. Oui, puis je pense l'avoir nommé tout à l'heure, il faut que ton focus soit clair et il faut qu'il soit aussi évolutif. Dans le sens que tu pars ton entreprise, tu as un but très précis. Logiquement, s'il est trop gros, ton but, il va te décourager. Tu ne le verras jamais atteignable. Ça te prend un but qui est clair, qui est défini, mais Réaliste. réaliste. Ouais. Puis, tu sais, moi, la manière que je me suis fait apprendre, c'est vois trop gros, vois 10 fois trop gros ce que tu veux en réalité. Puis après ça, segmente-le. Coupe-le dans un délai toujours plus petit pour qu'éventuellement, ça soit pratiquement un défi quotidien de t'y rendre, là. Fait que de cette manière-là, tu sais, De break down tes objectifs. exact. Ouais, absolument. T'es rapetisses au plus petit que ça devient excessivement facile de les réaliser. Fait que là, Bernard, dis-moi donc, partage-nous. Conseiller financier présentement, Ouais. dis-moi donc, c'est quoi un conseiller financier? Puis qu'est-ce que ça peut apporter à monsieur, madame, tout le monde, mais aussi aux entrepreneurs qui nous écoutent présentement? Excellent. Fait que courtier en sécurité financière, dans le fond, tu sais, à la base, nos permis nous permettent de vendre des contrats d'assurance, que ce soit l'assurance vie, invalidité, maladie grave, et de faire du placement. Fait que des investissements dans les types de fonds, soit des fonds distincts, ou avec le bon permis, des fonds communs, donc d'investir. Nous, on fait également des stratégies avec les hypothèques. Fait que même si on n'a pas dans notre équipe des bons conseils, un courtier hypothécaire, bon, on fait du trade. Fait qu'on fait des références avec des courtiers hypothécaires. Nous, où qu'on se démarque, c'est vraiment de trouver des stratégies. Le côté fiscal est hyper important dans nos stratégies parce que c'est un peu la bête noire de tout entrepreneur. Ouais. À un moment donné, puis entrepreneur, puis même à petit niveau aussi, tu sais comme un peu le fonctionnement de notre province, le fonctionnement de notre gouvernement. Oui, c'est beaucoup critiqué, on donne beaucoup d'impôts, mais il y a plusieurs passe-passe puis stratégies pour n'en donner moins. Des fois, même pas d'en donner, d'aller chercher des subventions puis des aides. Bien, nous, c'est le genre de stratégie qu'on met en place pour monsieur, madame, tout le monde. Puis avec les entrepreneurs, ben, on pousse ça à un autre niveau, c'est sûr et certain. Fait que d'apporter l'entrepreneur à valider sa convention d'actionnaire, valider un peu la pérennité, la continuité de son entreprise, de savoir déjà beaucoup avant la vente de son entreprise, comment il veut la vendre, son entreprise. Est-ce qu'il y a une gestion? Est-ce qu'il y a juste une opérante? Il y a mille et une stratégies là, qui peuvent mettre de l'argent dans les poches. Puis, dites-vous, au départ, on n'a pas besoin d'avoir une raison pour faire une consultation. Souvent, ce qui va t'allumer, c'est quelque chose que tu ignores, l'existence. Tu ne la connais pas, cette stratégie-là. Ouais. Attends pas qu'elle te vienne en tête pour venir la demander, tu la connais pas. Parce que plus de règles égale plus de stratégies pour les contourner, justement. Puis au Québec, ben, on le sait, on aime ça avoir des règles pour rien.
Ils aiment ça implanter n'importe quoi pour nous faire chier. Mais on se fait pas apprendre toutes ces, justement, passe-passe-là directement comme ça. Je veux dire, ils passent pas à TV. Ces stratégies-là passent pas à TV comme ça. À l'école, ils l'apprennent pas. Non. Donc, vous, les conseillers financiers, vous êtes là pour aider, je pense, le monsieur, madame, tout le monde qui n'est pas nécessairement entrepreneur, l'aider à développer une stratégie s'il y a des difficultés, s'il s'est mis dans la marde, vous êtes capable de l'aider à sortir de la marde, mais vous êtes aussi capable d'aider l'entrepreneur à planifier pour moins payer d'impôts ou planifier, comme tu disais, peut-être sa vente plus tard d'entreprise Exact. ou même l'assurer en tant qu'entrepreneur aussi. Voir une vision externe, parce que peu importe notre expérience qu'on a avec l'argent, je te dis, c'est pas un objet, c'est une émotion. L'argent, c'est ultra émotif. Et quand il y a de l'émotion, la rationalité part. Et sans rationalité, tes décisions deviennent des décisions de graines. C'est pas logique. Tu prends des mauvaises décisions sur les émotions. Donc, nous autres, on a un regard qui est beaucoup plus neutre. Puis, comme je te dis, tu sais, mettons la persona, la clientèle cible, Ouais, le persona, c'est jeune entrepreneur avec une jeune famille qui ressemble exactement à ce que moi et mon partenaire Eric, on a. Fait Tu que te considères encore jeune? Ouais, mais ça. Mais ça. Un petit joke à part. Mais, OK, fait que ce que je comprends, Bernard, parce que souvent, quand on est entrepreneur, OK, je vais prendre un exemple sur exemple, un charpentier. OK? Ouais. Charpentier, que ça fait 3-4 ans qu'il est charpentier, puis il aime la construction, puis il se dit, écoute, moi, je vais me partir d'une compagnie de construction. Oui, il va être bon charpentier, mais est-ce qu'il va être bon à être justement entrepreneur? Il va-tu être bon dans l'administration? Il va-tu être bon dans sa comptabilité? Il va-tu être bon dans gérer la business en tant que telle? Peut-être que oui, peut-être qu'il va le développer rapidement, mais à la base, c'était un charpentier. Ouais. Donc, quand tu veux devenir après ça, quand tu veux passer entrepreneur à avoir ta propre business, il faut que tu développes ces compétences-là de gérer ton argent, puis de justement aller voir des gens comme toi qui sont capables de nous éduquer sur les produits fiscaux qu'il y a pour sauver de l'impôt. Oui, de perfectionner, mais de déléguer. De déléguer. Absolument. Des tâches qui ne fitent pas avec toi, qui t'écœurent, que tu procrastines. J'en connais pas des gens qui aiment 100% de ce qu'ils ont à faire dans leur travail. À un moment donné, il y a une fonction, il y a une tâche que tu aimes plus qu'un autre. Le reste, délègue. Il y a quelqu'un que tu connais peut-être pas encore, mais il y a quelqu'un qui adore faire ça. Ouais. Et si tu es tout seul, si tu fais juste focus sur tes petites affaires, tu n'arriveras pas à un résultat différent. Si tu ne le dis pas que ça t'écœure, qui va le savoir que tu veux le déléguer, cette tâche-là? Le nommer, le dire, réseauter, se mélanger avec d'autres entrepreneurs, t'en parles avec ta blonde, ton chum, tes amis. S'ils ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ils ne comprennent même pas ces fonctions-là. Parle à d'autres entrepreneurs, mélange-toi avec d'autres entrepreneurs, puis à un moment donné, tu vas te faire donner des outils, des passes à palette, esprit, puis tu vas trouver la personne qui va faire en sorte que ton entreprise va faire capao. Ouais. Ou que ta qualité de vie va changer, que ce qui t'écoeure, que tu fais en 2 jours, elle va le faire rester en une demi-journée, puis elle va aimer ça. Puis j'aime le mot déléguer parce que les gens pensent que déléguer, c'est souvent un employé. Mais tu peux déléguer à des sous-traitants à l'externe. Exact. Exemple, tu sais, un avocat, je veux dire, un avocat, c'est sûr que tu n'auras pas d'avocat dans ta firme à moins que tu deviennes vraiment gros et que tu aies besoin d'en engager un. Mais ça peut être aussi un comptable ou même un prestataire de service. Exemple, là, Fiverr.com, Fiverr.com, à Star, tu peux engager des gens qui vont composer des textes pour toi ou qui vont faire plein de tâches administratives que toi, tu ne veux pas faire. Fait que même si tu as une petite business et que tu es seul, tu peux déléguer à des gens sur Internet très facilement maintenant. Oui, puis l'accès à de l'information, là, c'est plus une raison. Là. Rendu là, Chris, il y a de l'intelligence artificielle, il y a tellement de trucs qu'on peut utiliser et qu'on se doit l'utiliser si on ne veut pas se retrouver 3 ans, 4 ans en arrière de la compétition, puis que tu sois plus capable de reprendre ton lead puis l'espace que tu aurais dû prendre. Ouais. Bernard, j'aimerais vraiment ça pour finir qu'on parle de la stratégie tantôt qu'on a parlé, la stratégie pour un entrepreneur qui fait un certain profit dans sa compagnie. Puis on le sait avec la nouvelle crise de loi du Québec de genre 66% d'impôts en gain en capital, ça n'a pas de bon sens en passant, le go, là. Mais
Legault, Trudeau, bref, je m'en crisse. Conte-nous un peu, c'est quoi la stratégie? Si tu fais du cash dans ta compagnie, tu veux pas trop payer d'impôts, je sais qu'il y a une stratégie, on en a parlé tantôt, je veux l'entendre. Ben dans le fond, tu sais, t'as une compagnie, tu laisses de l'argent dans une entreprise, tu as l'intention de laisser un héritage. Bref, tu es dans le non-enregistré, fait que des placements qui sont imposables, le rendement imposable. Tu cherches rendus là, tu cherches que des stratégies pour utiliser cet argent-là et donner le moins possible d'impôts. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Ben, il existe, dans le fond, des contrats d'assurance qui sont en soi un investissement. Donc, c'est vraiment une variante à ce qu'il y a déjà d'investissement dans une gestion. Ça s'appelle des polices avec participation. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est du cas à cas. Là. Je ne dis pas c'est one shot, c'est une recette miracle. Des recettes miracles, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous en propose une, ben, doutez un peu de ce qu'il vous présente. Mais bref, quand ça fit, on est capable d'investir de l'argent dans un contrat pendant X nombre d'années. Et par la suite, les valeurs qui se sont accumulées dans ce contrat-là, dans le fond, ben, on peut s'en servir pour faire ce qu'on appelle un collatéral, donc de s'en servir pour aller chercher un prêt. Comme une marge de crédit. Sur le principe d'une marge, exactement. Donc, qui va donner l'accès à une liquidité, mais qui va être avec un coût d'intérêt et non pas un coût d'impôt. Et que même si tu fais ton prêt, admettons avec des taux actuels à 7-8 ben, t'aimes bien mieux donner 7-8 et dépendamment que 65 d'impôt. Oui, okay, puis dépendamment qu'est-ce que tu veux faire avec cet argent-là, tu as réinvesti sur des immeubles, tu réinvestis en investissement, mais même tes intérêts, c'est un prêt investissement, tes intérêts vont être déductibles d'impôt. Il y a 1001 stratégies comme ça que des fois, les gens se ferment les yeux, ils se bouchent les oreilles, ils ne veulent pas les entendre, je vous le dis. Des stratégies que vous ne connaissez pas, il y en existe plein. Et je me mets aussi là-dedans. Les stratégies que je vais te pousser l'année prochaine, je ne la connais peut-être même pas encore, ces stratégies-là. Donc, ça l'évolue. Si vous ne vous faites pas de temps en temps étourdir par votre planif, votre courtier, venez nous voir. Il faut des fois aller plus loin que le client est prêt pour au moins y mettre dans la tête que ça existe, ça. Je suis pas là encore, mais éventuellement, « Hey Bernard, tu m'avais parlé de telle stratégie, ça se fait-tu? » Ben, tiens. Fait que, guys, un conseiller financier, c'est vraiment important d'avoir dans ton cercle d'abondance, que je vais appeler quand tu es un entrepreneur. Prenez rendez-vous avec au moins une fois par année avant de faire ton rapport d'impôt. Lui, ton fiscaliste et puis ton comptable, là, ils vont te conseiller, puis ils vont être capables de te faire sauver de l'argent. Puis, juste pour revenir à la stratégie que tu me disais, pour la simplifier pour les gens qui nous écoutent, à ce que je comprends, c'est que, par exemple, tu mets un montant, on va dire 200 000 dans ton assurance. Ben, après quelques temps, tu vas être capable d'aller emprunter, on va dire, jusqu'à 80 % de ton 200 000 pour, justement, réinvestir ailleurs. Il y a un calcul, dans le fond, c'est pas automatiquement l'argent que tu as investi dans le contrat, mais une valeur qui s'accumule à l'intérieur du contrat. Mais oui, le principe est ça. Même si ce n'est pas exactement les mots, le principe est ça. Tu vas créer un investissement. Puis l'institution financière, pourquoi qu'elle te prêterait de l'argent par rapport à ça? Bien, c'est simple. Elle sait qu'elle va se payer parce que elle est bénéficiaire du montant. Par exemple, tu peux faire la stratégie à 750 000. Bon, bien, il y a un 750 000 du contrat d'assurance qui est attaché à l'institution financière. Fait que les autres, ils savent qu'ils vont se payer. Il y a une certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir. Ouais. On ne sait juste pas qui part en premier, mais on le sait tout, ça. Donc, fait qu'eux, ils sont bénéficiaires du 750 000 de montant d'assurance. Ouais. Fait que tu es capable d'aller emprunter de l'argent sur ce montant-là. Donc, tu doubles un peu, pas tu doubles, mais l'argent que tu mets en liquide, tu peux aller le retirer après, mais tu l'as encore en... Oui, puis la beauté de la patente, c'est que on ne va jamais chercher le 100 %, la valeur continue d'augmenter, puis tu vas en plus laisser un capital net aussi, parce qu'un montant d'assurance-vie, ça l'ouvre un CDC, un compte de dividende en capital dans une entreprise qui nous permet de sortir ce montant-là libre d'impôt. Donc, encore là,
Si j'ai une grosse entreprise, tu peux même avoir des dons planifiés. Fait qu'il y a un montant de ton contrat d'assurance qui s'en aide dans une fondation X qui va réduire automatiquement l'imposition que la succession va avoir à payer. Donc, La succession qui est accompagnée. non, rendu là, tu sais, c'est plus ta compagnie, rendu là, ça va être tes enfants, ça va être ta OK, femme, lors de ta au mort. OK, décès. je comprends. D'accord? Fait que ça l'ouvre ce compte-là. Puis, tu sais, tu peux laisser un héritage, tu peux faire un don, puis tu vas couper où? Tu vas couper à l'endroit, dans le fond, qu'on veut tout couper, dans l'argent que tu vas redonner au gouvernement. Wow, super Ça sonne intéressant. sexy, hein? Super intéressant, Bernard. Écoute, j'en aurais encore plein de questions, quelques heures en fait. Fait qu'on va faire une prise 2, c'est certain. Écoutez, l'importance, guys, d'avoir un conseiller financier, c'est qu'il peut vous faire sauver de l'impôt. OK? Mettez-vous ça dans la tête. Il peut vous faire sauver de l'impôt si vous êtes entrepreneur. Puis si vous n'êtes pas entrepreneur puis que vous avez eu des difficultés en tant qu'individu, ça arrive à tout le monde. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour implanter des stratégies avec vous Exact. de comment bien payer vos cartes de crédit, comment aller chercher de l'argent sur votre marge avec votre maison pour payer vos dettes. Bref, il y a plein de stratégies qui sont faisables pour vous. Bernard, merci énormément d'avoir été là. Puis j'espère que les gens vont en profiter puis dévorer cette émission-là. Exact. Contactez-moi. Yes. Bon conseil. Des bons conseils, Bernard Paquette. Yes, sir.